Nous allons parler du 14 juillet. 14 juillet arrive, c'est vendredi, et il y a évidemment les balles du jeudi soir, les balles du 14 juillet, jeudi soir et vendredi soir, les feux d'artifice. C'est fêté un peu partout, mais pas partout. Vous allez comprendre, et notamment pas à Montargis. Je suis en direct avec le maire de Montargis, Benoît Dijon. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Alors à Montargis, vous avez annulé les festivités ? Oui, on a annulé les balles du 14 juillet et le feu d'artifice qui était habituellement tiré la veille, le 13 au soir. Oui. Donc on a maintenu la cérémonie protocolaire qui honore les forces civiles et militaires, les pompiers, la police nationale, gendarmerie, la police municipale. Oui. Donc cette petite revue, cette prise d'armes autrefois, revue maintenant, aura lieu avec des autorités départementales et locales. Et puis on fera un honneur particulier à ces 4 corps qui ont participé à la défense de la ville dans la mesure de leurs moyens. Et Oui. voilà, donc. Mais les balles sont annulées également. Oui, vous savez, quand on a pris un coup sur la tête, on n'a pas envie d'aller faire la bamboche, comme disaient nos anciens préfets. On a encore une maison qui est en démolition en plein centre-ville. C'est quand même très stressant pour tout le monde. Là, on se retape et on se remet de nos courbatures. Et puis, on va pouvoir travailler normalement dans les 2 mois qui viennent pour remettre la ville en état. Ce matin, là, tous les experts des entreprises des miroitiers sont dans la ville. Il y a quand même près de 100 vitrines qui sont touchées. C'est quand même important, il faut remettre ça en ordre. Les immeubles démolis, c'est quand même un coup de canif dans notre continuum immobilier. Et il faut que tout ça, on puisse l'absorber. Il faut remettre les abribus en place, les parcs-mètres, les garages publics. Enfin, on a 10 000 choses à faire. Et faire un 14 juillet pour Montargis, c'est se mettre en position Vigipirate, c'est-à-dire réentourer la ville de toutes les barrières de béton qu'il faut mettre pour empêcher des voitures de venir. Enfin, c'est un très gros travail des services municipaux. La police est sollicitée, les pompiers aussi, parce qu'il y a forcément des risques d'incendie. Enfin, c'est tout un dispositif qu'il ne faut pas qu'on mette trop en œuvre pour aller embêter nos services. Et je crois que tout le monde a le droit de se reposer. Et puis la population n'a pas forcément l'âme à aller danser dans les rues ce soir-là. Benoît Dijon, les choses sont claires, les restaurants et les bars de Montargis sont priés de ne pas faire jouer d'orchestre en extérieur. Voilà. Mais est-ce que vous avez pris cette décision par peur de débordement ? Non, c'est pas la peur qui m'a guidé, c'est la lassitude. Vous avez un deuil, vous perdez votre père, votre mère, votre épouse, vous n'allez pas faire en boîte de nuit le soir même. Il y a un petit respect, il y a un espèce de deuil, une retenue, si vous voulez, qui est plus condamnable. C'est parce que vous avez été marqué par les violences urbaines ? On a tous été marqués, oui, parce que vous savez, on a mené une semaine, j'irais d'enfer, parce qu'il a fallu éteindre les incendies, dégager, remettre la ville en ordre et rouvrir tout le centre-ville. Samedi dernier, c'était les jours de marché, une grosse affluence. Donc il a fallu qu'on puisse réouvrir tout le centre-ville, parce que c'était Place Mirabeau, rue Dorée, c'était vraiment le cœur de la ville qui était fermé complètement. Il fallait que ce cœur puisse recirculer normalement. Et c'est ce qui a été fait. Les bus recirculent depuis samedi matin et la ville retrouve ses fonctions normales. Il reste encore un morceau de rue qui est fermé dans ce centre-ville, mais ce n'est pas essentiel. Et malheureusement, les commerçants qui sont derrière souffrent beaucoup. Bien. Benoît Dijon, tout le monde ne comprend pas ces décisions prises. Vous n'êtes pas le seul. La ville de Montargis n'est pas la seule à annuler ces festivités. Je regardais à Vincennes, par exemple. Il y a d'autres. Il y a Charenton-le-Pont. Il y a d'autres villes, communes qui annulent les festivités. Et Guillaume est l'un de nos auditeurs. Il est à Carcassonne. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bonjour Monsieur le maire. Vous, à Carcassonne, le 14 juillet est une institution, pas qu'à Carcassonne, partout en France, évidemment, puisque c'est la fête nationale. On est bien d'accord. Vous ne comprendriez pas qu'on annule le feu d'artifice ? Ici, à Carcassonne, ça serait difficilement compréhensible, effectivement. Et c'est, comme vous avez dit, c'est un événement presque national. Ça attire des centaines de milliers de personnes. Ça serait ici difficile de savoir qui l'est annulé. Oui. Mais qui ne l'est pas jusqu'à présent. C'est la bonne nouvelle. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que je comprends les maires, moi, qui souhaitent l'annuler, mais pour 2 choses, en fait. Je comprendrais les maires qui veulent l'annuler par manque de moyens, parce que c'est le cas pour la sécurité. Par contre, ceux qui l'annulent par peur de représailles ou etc. C'est toujours un petit recul de la République. Mais voilà, les maires font face à un manque de moyens. Vous soulevez, n'est-ce pas, vous soulevez une bonne question à Guillaume. Benoît Dijon, n'est-ce pas un recul de la République ?
Non, c'est pas que la République, parce qu'on pouvait tout à fait le faire, mais c'était simplement mettre des gens qui sont fatigués déjà d'une quinzaine de jours de travail intensif pour remettre la ville en état, y compris la police qui n'a pas de moyens. Je vous rappelle, et dites-le à M. Darmanin, il nous manque 32 policiers. Le commissariat, il est passé de 122 à 90 en 3 ans. Ces 32 policiers, on les aurait eus, on faisait front et il n'y avait pas de destruction massive qu'on a eues. Ça, c'est important de le dire. Il est là le nœud du problème. Toutes les villes de France de notre taille, ils ont subi des baisses d'effectifs des commissariats de police. Et ces policiers en tenue, si on les a pas, qu'est-ce que vous voulez quand on peut aligner que 5 personnes une soirée pour défendre une ville de 47 000 habitants, parce que la zone police fait 47 000 habitants, c'est impensable. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres villes. Et il faut que la priorité nationale, c'est pas le grand blabla. La priorité nationale, c'est d'avoir des policiers dans les villes, avec des officiers de police judiciaire qui peuvent faire les procédures pour ramener à la justice tous ces délinquants qu'on peut arrêter. Parce que malheureusement aussi, beaucoup de procédures sont abandonnées parce qu'on n'a pas suffisamment de compétences dans le commissariat. Venez voir notre situation à Montargis. Non, j'imagine que le commissariat ne fera pas porte ouverte parce que c'est pas autorisé. Mais je peux vous en parler. Et ça, c'est un vrai sujet. Je vous dis ça, Benoît Dijon, parce qu'il y a d'autres maires du même bord que vous, LR, par exemple. Tiens, je prends le maire de Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, qui dit, ben non, la fête nationale, il faut absolument la fêter. Et malgré les dégradations subies, nous avons eu aussi des commerces détruits pendant les émeutes. À aucun moment, nous n'avons envisagé d'annuler parce que c'est un moment de rassemblement et on fête la République. Oui, alors le problème, c'est que quand il y a un rassemblement pareil, il y a toujours des débordements et qu'il faut mettre en place une structure. Donc c'est une peur. Vous avez peur des débordements, Benoît Dijon? Non, c'est qu'il faut mettre une structure en route pour faire la protection normale, Vigipirate, police, pompiers, protection maximum. Le soir du 14 juillet, du 13 juillet, nous avons des effectifs qui sont en place. Je pense, une cinquantaine de policiers qui sont aptes à faire face à des débordements, parce qu'il y aura probablement des tirs de mortier comme il y en a un peu tous les soirs. Mais ça, c'est bon, on n'est pas d'accord, mais il faut les subir. Les interdictions qui viennent d'arriver ne sont pas de nature à avoir de l'effet, puisque les stocks sont déjà faits. Mais il faut qu'on puisse résister et il n'y a aucun problème là-dessus. On a une réunion de police. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, monsieur le maire, de pénaliser une bonne partie de la population pour des débordements commis par une infime partie de la population? Écoutez, 300 voyous qui ont mis la ville à un genou à terre, il faut aussi que des choses se passent. On a la poursuite de ces gens-là qui sont responsables de ce qu'ils ont fait. Et là, c'est important. On a des vidéos excellentes. On a 87 caméras de vidéosurveillance dans la ville. Et je peux vous dire que tout a été filmé. Le premier a été attrapé. C'est un petit mineur de 17 ans et demi, déjà très désagréablement connu par tous les services de police, qui a eu de nombreuses poursuites et choses depuis des mois et des mois. On se tue à le répéter, à montrer ça à la police. Et si on a vu des OPJ à la police, ce type-là, il sera en prison. Il aurait déjà été en prison pour ce qu'il a fait. Des refus d'obtempérer, des vols, du deal. C'est quelqu'un qui aurait dû être condamné. Malheureusement, ce jeune n'est pas français, d'une part. Il a été introduit par ses parents, son père, en regroupement familial, ce qui est anormal. Le père a été marié avec une Française dans des conditions aberrantes. Tout ça, c'est un passé qui y a quelques années. Malheureusement, cette famille, maintenant, elle est exposée à des responsabilités de son fils, qui a commis un immense dégât, parce qu'il a quand même détruit 5 immeubles d'un seul coup par un petit jet de produits, et on le voit mettre le feu. Donc là, il y a une responsabilité totale. D'ailleurs, il a reconnu, semble-t-il, les faits. Mais là, on a des choses marquantes. Et derrière, il y a toute la cohorte des dizaines de personnes qu'on connaît à Montargis qui ont été repérées et qui seront poursuivis, ils seront attrapés, ils auront à répondre, alors peut-être pas financièrement parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils auront à répondre de leurs actes parce qu'on ne peut pas tolérer qu'une chose comme ça se passe. Merci Benoît Dijon, merci. Guillaume, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Encore une fois, je les comprends. Si j'avais été maire, j'aurais certainement eu le même. Maire, vous auriez annulé? À Montargis? Non, à Montargis ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Montargis. Non, mais en fait, ça dépend des événements qui y sont passés. C'est vrai que Montargis, c'est quand même délicat. Il y a toujours le risque de refaire un peu l'événement. Et s'il le fait, il le maintient et qu'il y a des débordements, on va le critiquer parce qu'il l'avait mis en place. Donc, de toute façon, les gens ne font que critiquer.
Voilà, en tout cas, je soutiens tous les maires et je peux comprendre qu'un manque de moyens soit... Mais à Carcassonne, il y a eu des dégâts à Carcassonne pendant les émeutes ou pas? Non, pas non. De ce qu'on lit dans les journaux, non, il y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. C'est pour ça que je pense qu'il est maintenu et tant mieux. Oui, non mais tant mieux qu'il n'y en ait pas eu, hein, et tant mieux qu'il soit maintenu, parce que les balles... Alors qu'en pensez-vous? 0826 300 300, le débat est ouvert, vous n'hésitez pas à participer. Il est 10h48, merci d'être avec nous. Allez, Rudy Mana est en direct avec nous, porte-parole du syndicat de police Alliance. Rudy Mana, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Gourmet. Alors, le Vieux Condé, c'est Vieux Condé d'ailleurs, c'est pas le Vieux Condé. Vieux Condé, c'est près de Valenciennes, c'est dans le nord, 10 000 habitants. C'était la semaine dernière, il y a une semaine. Philippe Matteau est un homme de 72 ans, un ancien fleuriste. Il est chez lui, dans son quartier. Il y a du bruit en face de chez lui. Il décide de sortir pour aller calmer ceux qui font du bruit, excédés par le bruit. Je le comprends, Philippe Matteau. Rudy Mana, que se passe-t-il après ? Il se passe que ce monsieur, malheureusement, de 72 ans, a eu le crime de lèse-majesté de dire à des gamins de 18, 17 et 14 ans de cesser de faire du bruit, de se calmer, parce qu'il était relativement tard et qu'il avait droit aussi à la tranquillité. Et un de ces jeunes, un barbare, hein, Jean-Jacques, il faut l'appeler 17 ans, c'est celui de 17 ans, hein. C'est ça, le gamin de 17 ans s'est jeté sur lui, lui a porté de nombreux coups de pied et coups de poing, le laissant pour mort, et aucun de ses deux amis qui étaient avec lui ne se sont interposés pour arrêter ce massacre. Aujourd'hui, on a le barbare de 17 ans qui est en préventive, Dieu merci. Le gamin de 14 ans, lui, a des mesures éducatives. Par contre, ce qui me semble particulièrement choquant, c'est que le majeur qui est avec lui de 18 ans et qui ne s'est pas interposé, semble-t-il, ne soit pas en préventive. Il est mis en examen, mais par contre, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Donc, je pense que c'est pas un bon signe que l'on donne, parce que quand on est un majeur et qu'on voit un gamin de 17 ans se jeter sur 70 ans, la moindre des choses, c'est de s'interposer pour lui dire de s'arrêter, parce qu'on peut avoir un drame, et malheureusement, c'est ce qu'on a eu ce jour-là. Bon, donc oui, un drame puisqu'il est décédé. Philippe Matteau est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Il laisse une épouse et deux fils. Il était estimé, aimé dans tout le quartier. Et il aidait les autres. Enfin bon, il avait une très bonne réputation dans le quartier. Malheureusement, ce vivre ensemble qui se délite ici ou là. Hein, Rudy Mana, vous le constatez vous tous les jours. Et puisqu'on parle de vivre ensemble, je voulais aussi revenir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est levé et devant les députés a rendu hommage aux policiers morts en service depuis 2020. Il a égrené les noms de tous ces policiers morts en service depuis 2020. Évidemment, c'est pas évident pour tout le monde. Les députés se sont levés de tous bords, gauche et droite réunis, sauf les députés de la France Insoumise qui ont refusé de se lever en hommage aux policiers morts en service. Ça vous a marqué, Rudy Mana ? D'abord, ce qui m'a marqué, c'est cette prise de parole de Gérald Darmanin, qui est tout à son honneur, parce qu'à un moment, il faut siffler la fin du match, quoi. Parce que là, vraiment, la France Insoumise va dans des excès absolument hallucinants. Ils perdent la raison, ils perdent pied complètement dans tous les propos qu'ils tiennent. Et le fait qu'ils ne se soient pas levés alors que le ministre de l'Intérieur a égrené des jeunes policiers morts pour la France, c'est absolument scandaleux, je vous le dis très clairement. Alors, croyez-moi, les policiers ne sont pas choqués parce qu'ils n'apportent que très peu de considération à ces personnes qui ne font que vomir, excusez-moi du terme, Jean-Jacques Bourdin, mais qui ne font que vomir sur la police et les policiers à longueur de journée. Mais quand on est un député de la République, je pense qu'on doit faire partie de la République, même si on n'est pas d'accord avec certains aspects de cette République. Et ne pas se lever alors qu'on égrène ces noms-là,
Oui, c'est absolument scandaleux, mais croyez bien que les policiers travaillent pour le peuple de France, pour les Français, continueront à le faire, et si ces gens-là ne se lèvent pas, eh bien, qu'ils restent en dehors de la République. Alors, Gérald Darmanin a commenté en disant que ces députés déshonorent leur mandat. Ceux qui ont défilé au son de tout le monde déteste la police, sans s'écarter, sans faire un tweet, sans regretter, ne déshonorent pas la police nationale, mais déshonorent leur mandat et la vie de femmes et d'hommes politiques. Voilà ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur. J'ai vu aussi les déclarations, vous les avez vues comme moi, de membres d'Europe Écologie Les Verts qui estiment que dans la police, il y a un racisme latent, un racisme évident. Est-ce qu'il y a du racisme dans la police comme ailleurs dans la société, Rudy Mana? Bien sûr, Jean-Jacques Bourdin, je ne vais pas vous dire que dans la police, il y a zéro racisme. Ça serait une ineptie de ma part et un mensonge. Il y a des racistes comme dans tout le reste de la société. Mais entendre dire de la part d'Europe Écologie Les Verts qui va dans la surenchère parfois avec la France Insoumise, et encore, je ne mets pas tous les députés de la France Insoumise parce qu'il y en a qui ont pu tourner avec nous et qui ont pu voir ce que c'était. Mais quand j'entends aussi Madame Binet de la CGT... Oui, c'est la CGT aussi qui disait cela, oui. Bon, écoutez, qu'elle s'occupe du syndicat des travailleurs, parce que je crois qu'à 40 ans, elle n'a travaillé que 5 ans dans sa vie, alors qu'elle s'occupe du syndicat des travailleurs, qu'elle s'occupe de faire fonctionner la CGT, et qu'elle laisse ses considérations sur la police de côté. On n'a pas besoin d'entendre ces bêtises. Moi, je vous dis très clairement, Jean-Jacques Bourdin, bien sûr que dans la police, il y a un pourcentage de racistes, comme dans toute la société. Moi, je vous dis très clairement, dans la police, on travaille avec des Mourad, on travaille avec des Moussa, on travaille avec tous ces collègues-là, et on est fiers de travailler avec eux, et que les choses soient très claires. Quand on a l'uniforme de la police, on a tous le même maillot. Rudy et on Mana, se bat pour ce maillot. Il y a de plus en plus de policiers, qui sont évidemment français, mais d'origine étrangère. Bien sûr, et ça se passe extrêmement bien. Et vous savez, quand j'entends des propos comme ça, je suis plus touché pour ces collègues-là. Je pense à eux parce que je les ai régulièrement, ils m'appellent aussi, et Dieu sait que c'est des gens formidables, et ils sont terriblement touchés par ces propos. C'est eux qui sont le plus touchés par ces propos, parce que d'entendre ça, alors qu'eux, toute la journée, ils tournent avec des collègues pour qui on donnerait notre vie pour les protéger, et entendre qu'on a un racisme systémique dans cette corporation où on se bat pour protéger la veuve et l'orphelin, je vous le dis très clairement, c'est assez insupportable. Dites-moi, il y a une section CGT dans la police? Oui, ils doivent être. Il y a le secrétaire général et son adjoint, parce que je pense qu'ils n'ont pas plus d'adhérents que ça. Ils doivent être 10 adhérents sur 140 000 policiers, là où Alliance représente 45 000 adhérents. Bon, voyez ce que ça représente dans la police, quoi. Non, parce que j'imagine, ils ont dû être eux aussi choqués, non? J'ose l'espérer. J'espère que le représentant CGT de la police fera un communiqué pour dire qu'il est choqué par les propos de la secrétaire générale de la Confédération des travailleurs de la CGT, parce que franchement, qu'elle s'occupe plutôt d'autre chose plutôt que de parler de la police, quoi. Merci Rudy Mana, merci beaucoup. Merci Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. On parlait de l'Ukraine. Nous allons parler du sommet de l'OTAN à Vilnius, évidemment avec nos invités. Vous savez que depuis hier, s'est ouvert ce sommet à Vilnius aujourd'hui, journée importante. L'Ukraine sera invitée dans l'OTAN lorsque les alliés l'auront décidé et que les conditions seront réunies. La formule est à commenter. D'ailleurs, nous allons y réfléchir. Les mots ont leur importance. Est-ce une prudence justifiée ou pas? C'est la question que nous allons poser. Fallait-il accélérer l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, comme le demandaient la Pologne et les États baltes? L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN pourrait-elle précipiter l'alliance dans une guerre avec la Russie? L'Ukraine dans l'OTAN, est-ce la meilleure solution pour pousser la Russie à négocier? Ces questions et tant d'autres seront abordées dans l'heure qui vient, avec vous je l'espère, 0826 300 300, et abordé par nos deux invités, le général Olivier Kempf, qui est géopolitologue, auteur de Guerre d'Ukraine aux éditions Economica, et de l'OTAN au XXIe siècle aux éditions du Rocher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bruno Tertrais est aussi avec nous. Je rappelle, Olivier Kempf, que vous avez été conseiller du secrétaire général de l'OTAN aussi, hein, c'est cela? J'ai fait ça aussi. Vous avez fait
fait ça aussi. Bon, d'accord. Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Bruno Tertrais, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, avant d'entrer dans le débat, les dernières informations en provenance de Vilnius, avec vous, Félix Mathieu. L'OTAN est donc réunie. Au deuxième jour de ce sommet en Lituanie, les Occidentaux promettent des engagements pour la sécurité de l'Ukraine. Un plan d'engagement à long terme pour la sécurité de l'Ukraine au deuxième jour de ce sommet de l'OTAN qui a un peu déçu l'espoir du président Zelensky hier. Pas de calendrier précis pour l'adhésion ukrainienne à l'Alliance Atlantique. Le président ukrainien qui avait vertement reproché aux dirigeants des pays de l'OTAN leur manque de volonté pour intégrer son pays. Il a dîné avec eux peu après avoir été acclamé par une foule rassemblée dans le centre-ville de Vilnius. Le dirigeant ukrainien aura donc aujourd'hui des entretiens avec ces mêmes leaders qui vont tenter de le rassurer un peu. Les pays du G7, Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni devraient publier une déclaration commune sur leur soutien à Kiev dans les années à venir afin de l'aider à combattre la Russie, à contrer aussi de futures agressions. Cette déclaration multilatérale va envoyer un signal significatif à la Russie sur le fait que le temps ne joue pas en sa faveur, souligne la conseillère de la Maison-Blanche pour les affaires européennes. Le plan doit aider l'Ukraine à bâtir une armée qui puisse se défendre et dissuader toute attaque future. En tout cas, après les promesses françaises de livrer des missiles à longue portée Scalp hier, la Norvège indique ce matin qu'elle va fournir 1 millier de drones, notamment, et autres matériels de défense aérienne aux Ukrainiens. Bien. 31 membres de l'OTAN, pour l'instant, bientôt 32, avec la Suède, qui va intégrer l'OTAN, après la Finlande. L'Ukraine sera invitée dans l'OTAN lorsque les alliés l'auront décidé, que les conditions seront réunies. Comment regardez-vous cette formulation, Général Kempf ? C'est tout le problème du travail des diplomates qui doivent trouver des mots pour habiller des réalités. Et ces réalités, vous parlez de 31 membres, consistent à réunir des positions nationales qui sont pas forcément convergentes. L'intérêt de l'OTAN est d'être de l'Alliance Atlantique. Et je parle de l'Alliance pour insister sur son aspect politique, et d'être finalement un cénacle, un club occidental, disons le mot, qui permet aux membres du club finalement d'arriver à des positions communes. Quand on parle de consensus, ça veut dire que chacun a le droit de dire ce qu'il veut, et quand les positions sont un peu contradictoires, malgré tout, on doit arriver à un consensus. Et donc la formule que vous avez est finalement l'expression de ce consensus qui reprend une décision qui a été prise il y a 15 ans, en 2008, à un précédent sommet à Bucarest, qui est de dire à l'Ukraine, vous adhérerez un jour. Alors les conditions étaient très différentes en 2008 avec celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a malgré tout un pays, l'Ukraine, qui est en guerre. Oui, mais Olivier Kempf, en avril 2008, je rappelle, puisque vous faites allusion à 2008, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy avaient opposé leur veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN contre l'avis, à l'époque, de George Bush. Bruno Tertrais, non, c'était pas tout à fait raison, ça. pas tout à fait quand même. Ah bon, d'accord. Bon, non, Olivier Kempf a raison. Il y a déjà eu une promesse faite à l'Ukraine. Un jour, vous serez membre de l'OTAN. Simplement, Sarkozy et Merkel avaient dit, attendez, oulala, ça va être provocateur pour la Russie. Donc, on va pas les mettre tout de suite sur le chemin de l'adhésion. On leur avait pas donné ce qu'on appelle le plan d'adhésion. Moralité, tout le monde était très content du compromis à l'époque. Sauf que moralité, Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il a vu ? Et ces pays-là ne seront pas membres de l'OTAN pendant un bout de temps. Eh ben, je vais pouvoir les envahir quand je veux. Et c'est exactement ce qu'il a fait en 2008 pour la Géorgie. Et à partir de 2013-2014 pour l'Ukraine. Pour revenir à ce fameux communiqué que vous évoquiez. Oui, les conditions seront... Je vais être un peu sévère avec mes collègues et amis diplomates. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais franchement, c'est de l'eau tiède. Il n'y a rien. Quand les conditions le permettront, ça veut dire que un jour les conditions seront réunies. Bah oui, mais voilà. donc, bien ça sûr, veut dire quoi ? Quelles conditions ? Bien sûr, c'est un jugement. Ça veut rien dire. Alors, premièrement, on ne pouvait pas, de toute façon, faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN tout de suite. Pourquoi ? Parce que le territoire à défendre, quand même la mission de l'OTAN, il n'est pas défini. Parce que si tout le monde est d'accord pour dire que les frontières de l'Ukraine, c'est celles que même Moscou reconnaissait avant la guerre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va défendre ? La partie qui est occupée, le front émouvant. Donc c'est la Crimée ou pas ? La Crimée ou pas ? Bon. Tout le monde était d'accord pour dire c'est pas pour tout de suite. Le problème, c'est que là, le signal envoyé, à la fois à Kiev, mais aussi à Moscou, c'est
oulala, on freine des cas de fer, notamment Washington et Berlin. Et la France, là, pour le coup, était plutôt allante sur ce sujet. Et donc là, c'est un peu déprimant pour les Ukrainiens parce que ça veut dire, ça sera un jour, mais on vous dit pas quand et on vous dit pas dans quelles conditions. Donc, je comprends que ça soit difficile. Olivier Kempf a raison de dire que c'est un travail de compromis entre ceux qui freinaient des cas de fer comme l'Amérique et l'Allemagne et ceux qui étaient beaucoup plus allants comme la Pologne et les Pays-Bas. Mais c'est quand même pas. On aurait pu trouver un petit peu mieux et un petit peu plus encourageant pour les Ukrainiens. Et le but juste un dernier point, Jean-Jacques Bourdin. Le but du jeu, attention, c'est pas d'entrer en guerre avec la Russie, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire de pouvoir s'assurer qu'on dissuade la Russie à l'avenir de s'en prendre aux pays membres. Alors nous allons essayer de réfléchir ensemble aux raisons qui ont conduit certains pays à être réticents. Parce qu'il y en a des raisons qui sont avancées par certains pays. C'est vrai que la France a modifié sa position, enfin Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui, là, est le chef des armées, hein, c'est lui qui décide, c'est lui, il est le chef de l'État. Bon, la France a modifié sa position, mais il y a des pays, les États-Unis, l'Allemagne, qui sont moins allants, comme vous le disiez, Bruno Tertrais. Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Et y a-t-il des risques de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN ? Je ne sais pas, moi, de devenir co-belligérant. Je vais observer une petite pause et nous parlons de tout cela. Il est 11h11. Bien, regardons précisément les choses avec vous, Général Kempf et Bruno Tertrais. On attend, il y a dans le cadre de ce sommet de Vilnius une rencontre entre Ukrainiens et membres de l'OTAN. Donc là, il va y avoir un communiqué dans la journée, j'imagine. Après cette rencontre-là, on en saura un peu plus sur l'attitude même de l'OTAN. Vis-à-vis de l'Ukraine. On ne peut pas leur donner la garantie, la carte platinum aujourd'hui, c'est-à-dire la garantie de l'article 5 du traité de Washington, un pour tous, tous pour un. La question, c'est de savoir si on va leur donner la carte silver ou la carte gold. Je m'explique. Quels engagements on prend aujourd'hui avant une hypothétique entrée de l'Ukraine dans l'OTAN qui ne sera de toute façon pas possible avant la fin de la guerre, ou au moins avant une stabilisation de la guerre. Est-ce que vous pensez que Zelensky, je vous coupe, juste, est-ce que vous pensez que Volodymyr Zelensky souhaiterait une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN? Non, parce qu'il l'a dit lui-même. En pleine guerre. Non, il a dit lui-même il y a 2 semaines, je suis réaliste, j'imagine bien que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN tout de suite. La question c'est de savoir, on le saura tout à l'heure, cet après-midi, à la fin du sommet, s'il y a des engagements sur la durée de poursuite de l'assistance militaire de plusieurs États, y compris les grands, y compris bien sûr les États-Unis, pour rassurer un petit peu plus, pour garantir un petit peu plus que l'Ukraine pourra bénéficier de l'aide occidentale, même si la guerre dure encore des mois, voire des années. Général Kempf. Le débat qui préparait le sommet était celui des garanties de sécurité. Dans le communiqué du sommet proprement dit qui a eu lieu hier, on n'a rien vu là-dessus. Donc effectivement, on va attendre ce qui va être dit cet après-midi. La question, c'est finalement, est-ce que c'est tout jusqu'à l'adhésion, sauf l'adhésion proprement dite? Est-ce que c'est ça, la carte gold dont parle Bruno? Ou est-ce que c'est quelque chose d'un ton en dessous? Pour revenir à votre remarque d'avant la pub, quid des États-Unis? On voit bien que les États-Unis, depuis le début du conflit, depuis quasiment 18 mois, sont quand même très, très, très partisans de l'Ukraine et en même temps font attention à ne pas aller trop loin. On s'aperçoit qu'il y a un débat politique aux États-Unis qu'on n'entend pas en Europe, mais qui est vivace. Et qui n'est pas seulement vivace chez les républicains, avec des républicains qui seraient hostiles, pour faire simple, qui serait peut-être une opinion qu'on pourrait avoir en Europe, mais qui a aussi lieu chez les démocrates. Qui a aussi lieu chez les démocrates. Les deux partis sont partagés. Absolument. Et donc, on a un débat, et notamment chez les think tankers aux États-Unis, pour... Finalement, la vraie priorité à Washington, pour beaucoup, c'est la Chine. Et donc, on sent bien, alors que l'on va rentrer dans une campagne électorale pour la présidentielle américaine, que ce débat influe sur la position de Biden. Et d'ailleurs, Joe Biden a été très clair au cours des 3 dernières semaines en disant pas d'adhésion. Donc le débat, c'est ok, d'accord, pas d'adhésion, mais si pas d'adhésion, jusqu'où on va sur le tout sauf pas d'adhésion? Et c'est ça que l'on va attendre, sachant que là encore, on va avoir une créativité diplomatique. On avait des kremlinologues autrefois qui analysaient les moindres variations d'humeur du dirigeant sur la place rouge. On va avoir des experts qui vont regarder à la loupe ce que signifie telle et telle phrase du communiqué.
ça ne sera pas forcément plus clair que celui qu'on a eu ce matin. Bien. On aurait pu imaginer, parce que c'est bien beau critiquer, mais si j'avais été diplomate, qu'est-ce que j'aurais proposé ? Est-ce qu'on aurait pu s'accorder avec les Américains et les Allemands sur un langage du type « nous considérons que désormais, du fait de sa place géographique, de son caractère européen, la sécurité de l'Ukraine est une sorte d'intérêt vital pour les pays occidentaux ». Enfin, il y a une déclaration un petit peu forte qu'on aura peut-être cet après-midi, ou pas. Bien. Est-ce qu'une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN précipiterait l'Alliance dans une guerre avec la Russie ? Mais non, pardon. Non, je me répète cette question parce que j'entends cet argument. Vous entendez cet argument partout. Mais elle est centrale. Oui. Le but du jeu, quand on fait rentrer un pays, quand un pays veut rentrer dans l'OTAN, parce qu'on parle toujours de l'élargissement de l'OTAN, mais c'est pas l'OTAN qui s'élargit, c'est les pays qui veulent y rentrer. C'est quand même pas tout à fait pareil. Le but du jeu, c'est de dissuader, d'empêcher un conflit avec la Russie. Et ce qu'on constate depuis 1999, depuis 2000, l'arrivée de Vladimir Poutine aux commandes, c'est que la Russie ne s'en est jamais pris, jamais, à un pays couvert par la garantie de sécurité de l'article 5, c'est-à-dire il s'en est jamais pris militairement, bien sûr, à un pays de l'OTAN. Et donc ça marche. Mais y a-t-il un risque qu'il change de comportement? Écoutez, ça, on peut parier sur le comportement futur dans 5 ans, s'il est encore là, Vladimir Poutine. Mais le fait est que ce qu'on constate depuis 20 ans, c'est que la Russie ne s'en prend pas aux pays de l'OTAN directement, et la Russie, à l'inverse, s'en prend aux pays de l'OTAN. L'enjeu, finalement, c'est une stabilisation du front militaire, parce que c'est cela vers quoi on semble se diriger. Je ne sais pas si vous avez observé, on n'entend plus du tout le discours de la victoire ukrainienne depuis 2-3 mois. Je veux dire, on l'avait et on l'entend plus. Et donc, on sent qu'il y a une sorte de je ne vais pas dire de réalisme, mais de résignation à... On va avoir une sorte de stabilisation du front. Et on parle d'un scénario à la coréenne. En Corée, entre les deux Corées, vous n'avez pas de traité de paix. Vous avez juste un armistice qui a été signé, un cessez-le-feu qui a été... Et il y a une zone intermédiaire... Donc, je reviens à votre question. Entre les deux pays. Il faudra donner des garanties à cette Ukraine-là, forcément. C'est de ça dont on parle. Et puis on verra comment stabiliser les choses et négocier le statut des pays qui sont occupés, des territoires, plutôt que des pays qui sont aujourd'hui occupés par la Russie. Oui, mais aucun cessez-le-feu n'est possible aujourd'hui. Alors, un cessez-le-feu... Oui, mais attendez, là je crois que Olivier Kempf et moi on sera d'accord pour dire que on ne sait pas du tout ce que sera la situation dans 6 mois. Exactement. Il est possible, même situation militaire. Situation militaire. Oui, parce que c'est le plus important. Bien sûr. Et la situation politique aussi, en Russie aussi, mais bon, ça c'est la situation politique en Russie, mais imaginons, elle dépendra peut-être de la situation militaire aussi. Mais bon. Imaginons que les Ukrainiens et les Russes, à un moment, décident qu'il est ensemble de leur intérêt commun. Je dis pas que je le souhaite ou pas, c'est pas le sujet, de stabiliser la situation. Attendez, pousse. Là, on va stabiliser pour le long terme la situation avec un cessez-le-feu, un armistice même, puisque Olivier Kempf parlait de la Corée, mais en Corée, c'est un armistice depuis 1953. Mais est-ce que ça ne créerait pas un conflit gelé? Alors, c'est possible. C'est ce qui se passe en Corée. Conflit gelé. Mais attendez, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je veux dire que si les deux parties en présence, qui aujourd'hui, ni l'une ni l'autre, ne veulent de cessez-le-feu, ni l'une ni l'autre ne veulent de négociation. Les gens qui disent il faut négocier, il faut négocier. Sauf qu'aucun des deux ne veut négocier. Aucun des deux ne veut négocier. Si ça se produisait et qu'il y avait un très hypothétique accord sur une stabilisation à long terme au prix d'un gel, comme vous dites, de la situation, alors on pourrait parler de donner la carte Platinum, dont je parlais tout à l'heure, au territoire qui est stabilisé. C'est ça que je voulais dire. Pour revenir à votre question, l'Ukraine dans l'OTAN... Nous, analystes, la seule option que l'on voit à relativement court terme, c'est celle-là. C'est-à-dire que les deux parties disent, on s'est épuisé, on peut plus avancer, etc. Stabilisons les choses. Et d'ailleurs, malgré tout, dans le communiqué d'hier, on dit, on suit ce que l'Ukraine décidera. Parce que finalement, c'est à Kiev de décider. Mais alors, là, on peut avoir sur cette Ukraine qui resterait, sur cette partie ukrainienne qui resterait souveraine, une adhésion de cette Ukraine-là. Oui, de cette Ukraine-là. Ça veut dire que l'Ukraine abandonnerait
Pardon, mais conflit gelé, ça veut dire que l'Ukraine abandonnerait le Donbass à la Russie. Et ça ne ferait que prolonger la guerre. Oui, ça ne ferait que prolonger la guerre. L'Allemagne n'a jamais abandonné en 49 ou en 55 quand elle est devenue indépendante l'hypothèse d'une unification qui s'est faite en 1990. Donc tout est possible. Là, on n'est pas en train de vous dire ce qui est souhaitable ou pas. Non. On est en train de vous dire ce qui pourrait se passer. Et s'il y a un moment un accord très clair sur pour l'instant le territoire souverain de l'Ukraine, c'est cela, même si les frontières c'est autre chose. Je vous rappelle que les frontières de l'Allemagne à l'est, elles n'étaient pas du tout stabilisées. L'Allemagne de l'Est et la Pologne, c'était pas stabilisé. Dans ce cas, alors, si les Alliés le voulaient, ils pourraient donner de manière crédible une vraie garantie, celle que j'appelle Platinum. Bien, 11h23, nous allons... J'ai une autre question, tiens. C'est pas une question, je souligne la réaction de Volodymyr Zelensky. L'incertitude est une faiblesse, a-t-il dit. Il a montré du doigt l'OTAN, les pays membres de l'OTAN les plus réticents. L'incertitude est une faiblesse. L'incertitude est malheureusement une réalité du monde aujourd'hui pour tout le monde. Ce qu'il craint en disant cela, on a vu son tweet qui était assez violent, effectivement, quand il s'est tapé. Il s'est dit « J'entends dire que la négociation pourrait déboucher sur tel ou tel type de langage. L'incertitude est une faiblesse. » Ça veut dire que lui craint que Moscou interprète le communiqué dont on parle depuis tout à l'heure comme une sorte de faiblesse de l'OTAN. C'est ça qu'il craint. Et on peut comprendre dans sa position. Mais est-ce que vous croyez que Moscou interprète cette position de l'OTAN comme une faiblesse de l'OTAN ? Oui, bien évidemment. Vous êtes sûr de ça ? C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez dit l'OTAN n'a jamais été plus forte, et d'une certaine façon, oui, elle a été aussi réunie, soudée, avec de la cohésion, c'est absolument vrai. Et en même temps, finalement, le rôle de l'OTAN, c'est quand même sa mission première d'être une alliance défensive et qu'elle réussit, puisque, et Bruno l'a rappelé, la Russie n'a pas testé la frontière extérieure de l'alliance et teste finalement ce qui est hors de l'alliance. Mais pour Moscou, finalement, l'absence d'adhésion est finalement la validation de sa stratégie à lui. Oui, Moscou teste les régions qui étaient dans le giron de l'URSS. Je voudrais rappeler à tous ceux qui s'inquiètent, et je comprends ce genre de questionnement, mais tout ça, est-ce que ça risque pas de nous emmener en guerre avec la Russie ? Quand même rappeler que depuis 1949, nous nous sommes engagés, nous Français, avec nos alliés, à rentrer en guerre contre Moscou si Moscou attaquait l'Europe. C'est quand même, ça date pas d'aujourd'hui, quel que soit le nombre de pays qui constituent l'Alliance Atlantique. Je voudrais quand même aussi rappeler que le général de Gaulle, non seulement avait pleinement accepté cet engagement, un engagement mutuel, parce que les Polonais s'engagent à défendre les Français s'engagent à défendre les Polonais. Alors à l'époque, la Pologne n'était pas dans l'OTAN, mais de Gaulle, s'il avait retiré la France du commandement militaire intégré de l'OTAN, ce qui d'ailleurs, et Olivier Kempf le sait très bien, n'emporte pas d'obligation particulière. Mais il avait parfaitement accepté cette idée. Et il n'était pas le dernier à dire, quand l'agresseur, quand l'adversaire, en l'espèce l'Union soviétique, se fait un peu trop provocante, la seule manière de réagir, la seule bonne manière, c'est de montrer ses muscles. Il le disait à De Gaulle. Donc les gens qui font parler le général de Gaulle en disant « Oh là là, si De Gaulle était là, on négocierait avec la Russie », franchement, c'est n'importe quoi. Non, mais aujourd'hui, aucune négociation n'est possible. Exactement. Que les choses soient claires. Là, on est tous d'accord. Ni avec la Russie, et même l'Ukraine ne veut pas de négociation, les Russes non plus. De ce point de vue-là, on est revenu à un raidissement, mais un raidissement quasiment qui fait penser au premier temps de la guerre froide, qui a duré, souvenons-nous, de la crise de Cuba. Et d'ailleurs, nous avons, à partir de la crise de Cuba, à partir de la grande peur qui nous a tous, aussi bien les soviétiques que les occidentaux, frappés, on a eu un mécanisme justement de dialogue, ça a été la détente, ça a été le contrôle des armements, il y a eu tout un mécanisme qui s'est mis en place. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans un affrontement au moins politique,
pas militaire, mais au moins politique et stratégique entre les Occidentaux, l'Alliance Atlantique d'une part, et la Russie. Et là, effectivement, on est dans quelque chose de très très dur. Et pour revenir à votre question, est-ce que Poutine, il va être impressionné? Non, parce qu'il est dans une... Il est probablement, alors qui sait ce qu'il y a dans le cerveau de Poutine, mais il est probablement dans une posture psychologique, aujourd'hui, d'être assez jusqu'au boutiste. Je veux dire, il a tout risqué il y a 18 mois, et il n'a pas l'intention, probablement, d'arrêter aujourd'hui, parce qu'il y a un communiqué qui le menace en fronçant les sourcils. Bien, il est 11h27, le débat se poursuit, venez intervenir si vous le souhaitez, 0826 300 300, on se retrouve dans 2-3 minutes. Il est 11h30. 11h30, nous parlons de ce qui se passe à Vilnius, autour de cette réunion de l'OTAN consacrée à l'Ukraine. Il y a aujourd'hui un conseil OTAN-Ukraine, c'est important. Alors, je voudrais poser une autre question. Est-ce que l'Ukraine dans l'OTAN serait la meilleure solution pour pousser la Russie à négocier? Non? Oui? On a un peu répondu, mais... Certains défendent cette thèse en disant, justement, allons-y et ça forcera. La vraie question sous-jacente, c'est comment on met de côté le risque de co-belligérance. Voilà. Un des discours de Poutine et des Russes et des pro-russes est de dire, finalement, tout l'appui des Occidentaux à l'Ukraine fait qu'ils sont en co-belligérance. Ce qui n'est pas le cas, juridiquement, pour des raisons absolument évidentes. L'inconvénient, si jamais l'Ukraine telle qu'elle est aujourd'hui entrait aujourd'hui dans l'OTAN, serait que très rapidement on poserait la question juridique de cette co-belligérance à cause de l'article 5. Donc c'est pour ça que oui, on comprend le discours, il pouvait être valable en 2008, mais en 2023, après 9 ans de guerre, c'est un peu plus compliqué. Ben, je suis assez provocateur. Dites-moi, on dit l'OTAN n'est pas belligérant, oui, on est d'accord, mais quand même en intensifiant l'aide militaire, on devient de plus en plus co-belligérant. Ben non, toujours pas. Non. Désolé. Toujours pas. Quand l'Allemagne livrait des gilets pare-balles en mars 2022, on n'était pas co-belligérant. Quand la France livre des missiles Scalp-G en juillet 2023, vous avez vu, non, mais de toute façon, toutes les livraisons d'armes sont critiquées par définition. Oui. Bon, on n'est toujours pas co-belligérant. Non, encore une fois, il faut toujours le répéter, mais on aide un pays à se défendre. C'est parfaitement autorisé par la Charte des Nations Unies, et nous ne serions co-belligérants que si nous avions des avions ou des forces en uniforme sur le territoire ukrainien. C'est pas les avions français qui bombardent, c'est pas les soldats français qui se battent. Nous ne sommes pas co-belligérants. Si nous donnons des Mirages à l'Ukraine, nous devenons co-belligérants? Non, parce que ce ne sera pas les pilotes français. Donc c'est pas la France qui agit. Oui, c'est l'Ukraine qui agit avec du matériel français. Ce ne sont pas des citoyens français. Il faut que les mots aient un sens. Ça a l'air d'être un débat juridique, mais non. C'est des mots qui pèsent 3 tonnes, on le voit depuis 1 an et demi. Donc il faut toujours le répéter. Nous ne sommes pas, nous, Français, en guerre contre la Russie aujourd'hui. La question est celle du prix du sang, comme toujours. Et finalement, pour chaque pays, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est un club de pays, chaque pays a son intérêt national et sa souveraineté. Et donc la souveraineté, l'ultime décision souveraine est celle du prix du sang. Et donc nous étions co-belligérants en Afghanistan et nous ne sommes pas co-belligérants en Ukraine. Absolument, mais sauf qu'en Afghanistan, c'était même pas de la co-belligérance, on ne faisait pas la guerre à l'Afghanistan, c'était une opération de soutien de la paix. Donc voilà. Sur mandat des Nations Unies. Nous étions... Sur mandat des Nations Unies. On peut dire en revanche que par exemple, quand on bombardait la Libye pour éviter un bain de sang, parce qu'il faut quand même le rappeler, l'intervention en Libye était très critiquée, mais les alternatives auraient pu être encore pires. Là, pour le coup, on était en situation de belligérance, oui, on peut le dire. Bien. Alors, l'Ukraine a pris acte. Volodymyr Zelensky a pris acte. Il a un peu modéré son discours depuis le début de ce sommet de Vilnius. Et évidemment, il n'attend qu'une chose, c'est des munitions, c'est des livraisons d'armes. L'Ukraine manque de munitions, on le sait, et manque d'armes lourdes. Zelensky demande aussi des avions, mais ça, pour l'instant, la France... Général Kempf, vous en savez un petit peu plus? La France va livrer des Mirages ou pas? Je n'en sais pas plus que vous. Et pas de Rafale, évidemment, pas de Rafale, mais des Mirages ou pas? Non, mais il y a des débats. En revanche, il y a des débats, au sommet de Vilnius, on a eu l'officialisation d'un club de 11
11 pays, entre guillemets, partenaires, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui se sont mis d'accord pour livrer des F-16 aux Ukrainiens, sachant que la vraie question est celle de former des pilotes ukrainiens sur ces F-16. Donc ça va prendre un peu de temps. Peut-être, nous savons qu'il y a probablement des débats aussi sur des Mirage 2000, qui seraient d'ailleurs pas forcément français, pas forcément venant forcément de l'armée française, mais pour l'instant, c'est pas encore dénoué. Pour revenir à votre question des munitions, aujourd'hui, nous voyons bien depuis plusieurs mois maintenant que nous sommes dans une guerre d'artillerie, avec non plus un simple rapport de force, où finalement on va compter les chars et les hommes, mais ce qu'on appelle techniquement un rapport de feu, où on va compter le nombre de canons et puis le nombre d'obus tirés. Jusqu'à présent, ce rapport de force est clairement à l'avantage des Russes. Pour 15 milliards de raisons, on ne va pas rentrer dans les détails. Tout l'enjeu, et notamment tout l'enjeu de l'action ukrainienne depuis un mois, ce qu'on désigne usuellement par contre-offensive, et de finalement revenir sur ce rapport de feu et d'essayer de l'équilibrer. Et pour cela, vous avez deux solutions, vous avez du volume ou vous avez de la précision. La précision, on en a un peu, avec des obus HIMARS, avec les canons César, avec un certain nombre de choses, mais on a, même sur cette précision, il y a une question de volume. Et puis, sur le reste, sur le tout venant, que ça soit sur du matériel d'origine ex-russe ou sur du matériel occidental, on a une question de production. Et là, on a une question de volume. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'on fait pour approvisionner les Ukrainiens en volume. C'est la décision des bombes à surmunition qui a été prise il y a 10 jours par les Américains, et c'est aussi la décision des Scalp qui a été prise par le président Macron, mais aussi les Scalp, vu 20 000 la Grande-Bretagne avait déjà livré les mêmes missiles. Hein. Oui. Mais donc, les Allemands viennent de déclarer la livraison d'obus, etc. Donc on fait ce qu'on peut pour aider les Ukrainiens. Mais intensifier l'aide militaire ? On peut toujours intensifier l'aide militaire, c'est une solution à court terme. Alors, oui, évidemment, il faudrait pouvoir le faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à la mi-2023, on arrive à un moment où les pays occidentaux sont à la peine parce que leurs industries ne peuvent plus suivre. Parce que reconstituer, on ne fabrique pas les missiles, pour paraphraser Khrouchtchev, on ne produit pas les missiles comme de la saucisse. Hein. Contrairement à ce que prétendait Khrouchtchev, justement. Voilà, tout simplement, même aux États-Unis, les industries de défense sont à la peine et ne peuvent pas suivre. Entre le moment où vous décidez de produire, vous avez la capacité de produire, vous produisez, vous livrez et c'est utilisé, il s'écoule des mois. Et donc c'est difficile de faire beaucoup plus aujourd'hui, ce qui explique d'ailleurs la décision américaine sur les bombes à sous-munitions. C'est un truc qu'on n'aime pas trop, dont on n'aime pas trop se servir. Mais la France, non seulement n'aime pas, mais n'a pas signé. Non, mais la France a signé plutôt. Attendez, il faut quand même rappeler que si elle l'a fait, c'est parce qu'elle s'inquiétait à juste titre des conséquences pour les civils après la guerre des zones non nettoyées avec des bombes non explosées. Aujourd'hui, quand c'est l'Ukraine qui utilise, a priori, on peut penser que l'Ukraine va, en tout cas ils se sont engagés à ça, à cartographier, à regarder, dans des zones où je vous signale qu'il y a déjà des millions de sous-munitions russes qui ont été tirés. C'est pas parce que les Russes utilisent des sous-munitions que l'Ukraine est obligée d'utiliser des sous-munitions. Ça sera déjà des régions à nettoyer. Voilà. Oui, non mais d'accord, mais est-ce que ça vous choque que l'Ukraine utilise des... Aujourd'hui, le débat n'est pas là. Le débat n'est... Je veux dire, les États-Unis, la Russie et l'Ukraine n'ont pas signé la convention d'Oslo. Donc finalement, ils ne sont pas liés. Après, les Russes utilisent ces bombes à sous-munitions depuis des mois. On a cette question de comment est-ce qu'on fait pour appuyer l'Ukraine. Or, nous arrivons à une limite industrielle sur des munitions dites classiques. Il faut quand même rappeler que les Russes tirent aujourd'hui à peu près 30 000 obus par jour, et les Ukrainiens, on parle de 10 000 obus par jour. Donc, si vous voulez... C'est effrayant. Ah non, mais c'est l'ordre de grandeur. Quand j'entends ces chiffres, c'est effrayant. 30 000 obus d'un côté, 10 000 de l'autre. Et donc, pour aider les Ukrainiens, il faut leur donner 300 000 obus par mois, et donc presque 4 millions d'obus par an. Non, mais je veux dire, quand on parle de limite industrielle, c'est ça dont on parle. Et les Russes, en revanche, ils en tirent 30 000 par jour, ça vous fait 1 million par mois, donc 12 millions par an, enfin je veux dire quelque chose d'abracadabrantesque, mais ils ont d'abord un standard
que n'ont pas les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, comme ils ont des canons qui ont été donnés par tout le monde, c'est un cauchemar logistique, d'une part, et d'autre part, ils ont malgré tout une industrie de défense qui est un peu plus mobilisée visiblement que l'industrie de défense occidentale. Donc c'est un vrai sujet. Et donc les bombes à sous-munitions est une façon aujourd'hui de compenser cette raréfaction des obus classiques. Mais moi je constate, et vous le constatez mieux que moi, que de mois en mois, de semaine en semaine et de mois en mois, rien n'avance. Le terrain militaire ne bouge pas, ou bouge peu. Le terrain diplomatique ne bouge pas, ou peu. Même Vilnius ne fait pas beaucoup avancer les choses, on est bien d'accord. Hein, oui, mais le temps médiatique, vous savez bien, Jean-Jacques Bourdin, que le temps médiatique, le temps militaire et le temps politique, ce sont trois choses différentes. C'est pas parce que pendant plusieurs semaines, il n'y a pas grand-chose qui se passe, qu'il n'y a pas un moment où ça va. Soudain, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas comment, de quel côté, etc. Je comprends notre impatience collective, bien sûr. Il est probable que la résistance des défenses russes soit encore plus importante que ce à quoi s'attendaient les Ukrainiens, mais sous le contrôle d'Olivier, qui connaît bien mieux les affaires de terrain que moi, moi je n'exclurais pas du tout qu'à un moment, ça perce quelque part, ça casse quelque part, ça s'affaiblisse quelque part. Oui, Olivier Kemp. Non, on peut pas l'exclure parce que finalement la guerre d'artillerie vise, et c'est l'objet des usures, de cette guerre d'usure, de cette guerre d'attrition en termes techniques, vise à affaiblir les dispositifs. Donc oui, c'est évidemment une hypothèse qu'il faut prendre du côté russe, mais aussi, faut-il aussi le dire, du côté ukrainien. Il y a aussi une fragilisation dans ces duels d'artillerie des deux côtés. C'est-à-dire, quelqu'un parlait de casse-brique, mais si vous avez un casse-brique, vous savez, c'est le jeu vidéo. On a finalement un mur qui est statique et puis quelqu'un qui envoie sa balle pour aller casser des briques. Le seul problème, c'est que le mur d'en face, lui aussi, il envoie des balles sur votre propre mur. Je veux dire, la guerre, c'est un duel. Les deux agissent l'un contre l'autre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça dure depuis bientôt 1 an et demi. Et on ne voit absolument pas d'issue à ce conflit, aucune issue. Et toutes les négociations soi-disant diplomatiques, rappelons-nous, on a parlé de la Turquie, on a parlé de la Chine, on a parlé il y a eu des délégations africaines qui sont rendues. Ça, personne n'y a cru. Franchement, aucun expert n'y croyait. Franchement, c'était pour la galerie. Il faut toujours donner une chance à la diplomatie. Si les Africains disent on va y aller, on va tester le coup, allez-y, tentez. Non, mais on ne peut pas reprocher à des pays de tenter des médiations, mais on peut en même temps se dire, attendez, ça n'a aucune chance de réussir et vous risquez de vous ridiculiser, ce qui s'est passé malheureusement pour la médiation africaine. Mais on ne peut pas leur reprocher d'essayer. Alors, il est 11h42, nous avons 2 auditeurs, l'un de Paris, tous les deux, je vais les prendre juste après la pub. Le premier, Guy, nous dit « Je comprends Emmanuel Macron, je suis pour l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN ». Et le second nous dit « Emmanuel Macron veut livrer des missiles à l'Ukraine, je suis très inquiet des conséquences que cela peut avoir ». 2 avis différents que nous allons prendre en ligne. À tout de suite. Il est 11h46. Pour nourrir notre débat, nous avons 2 auditeurs. Le premier, Guy, qui est à Paris. Bonjour Guy. Bonjour Sud Radio, bonjour Monsieur Bourdin, bonjour aux auditrices, aux auditeurs, bonjour messieurs. Bien. Allez-y. Dans ma vie, j'ai quand même un certain âge, j'ai eu dans ma vie à redresser 2 ou 3 fois des entreprises avec de très peu de moyens. Tout petits moyens, j'ai utilisé donc ces moyens et ça a fonctionné. Là, je vois que nous sommes 500 millions d'habitants, minimum, en Europe, et les Russes 140 millions. Le conflit s'éternise, on piétine. Donc si on mobilise, nous, 2% de notre population en tant que volontaires à envoyer sur place, non armés, on ne les arme pas. Mais on les déplace, on dit à Poutine, voilà, attends, on va occuper le terrain parce que nous sommes invités par l'Ukraine. Toi, tu n'es pas invité par l'Ukraine, tu t'es invité par la violence, par le meurtre. Nous sommes invités par l'Ukraine, 2% de notre population. Ça nous fait 10 millions d'habitants. 10 millions. Si Poutine veut faire la même chose, on veut dire, écoute, nous, on va mobiliser 4% de notre population. C'est-à-dire 20 millions d'habitants. Lui, s'il veut mobiliser le même nombre d'habitants pour venir occuper l'Ukraine, il est obligé d'augmenter à chaque fois, de multiplier par 3,5 fois le pourcentage de la population mobilisée. Voilà. Donc on peut bloquer la situation par la mobilisation des volontaires non armés au début, d'accord ? Mais on dit, voilà, nous on est alors là, invités. On est co-belligérants presque. Non, on est visiteurs. On rentre en Ukraine, nous sommes invités, nous sommes non armés, d'accord, au départ. Oui. Et on prévient Poutine, attention,
nous, on visite l'Ukraine. J'ai compris, Guy, ce que vous si vouliez tu nous dire. tires dessus, on te rentre dedans. Bon, Bruno Tertrais, vous voulez dire... Non, mais je trouve que dialoguer avec Guy. c'est une question légitime. D'abord, monsieur, vous avez dit 2 mots différents, mobiliser et volontaire. Ah, sauf que quand vous mobilisez, c'est pas des volontaires. Je comprends quand même que vous parlez de volontaires. Mais les volontaires, on peut pas les encourager plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Il y a des volontaires français en Ukraine, c'est sous leur propre responsabilité. Oui. En revanche, si on les mettait sous uniforme, alors là, ça deviendrait une intervention française. La France entrerait en guerre contre la Russie. Donc, 1, on peut pas mobiliser sans rentrer en guerre. Et 2, si ce sont des volontaires, je doute qu'on arrivera à 4%, puisqu'aujourd'hui, c'est un nombre absolument infime. Guy, vous êtes favorable à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN ou pas ? Oui. Parce que là, on est dans un cas spécial, on piétine. On piétine la guerre. Ça, c'est pour piétiner, c'est piétine. Oui, ça, c'est sûr. Enfin, c'est piétine avec des morts et le nombre d'obus tirés tous les jours, oui. Je vais encore Je suis encore frappé chiffres. par ce chiffre, oui. Je vais encore parler de chiffres, mais d'autres chiffres. Sur les 39 millions d'habitants de l'Ukraine au début de la guerre, vous avez 8 millions et demi, peut-être un peu plus, qui ont quitté le pays, qui sont, je rappelle, des réfugiés. Et vous avez 8 à 9 millions, là encore, qui ont quitté leur domicile, qui sont restés à l'intérieur du pays, mais qui ont quitté leur domicile, qui sont ce qu'on appelle des déplacés. Ce qui veut dire que vous avez 16 à 17 millions sur une population de 39 millions d'habitants qui a quitté la zone des combats, parce que c'est de ça dont on parle. Ce qui fait, grosso modo, 35 à 40% qui a fermé sa maison et qui d'ailleurs a probablement aujourd'hui une maison bien détruite. Envoyer des volontaires civils, ce que vous proposez, y compris en nombre, poserait la question des dommages. C'est-à-dire que un volontaire civil peut d'abord marcher sur une mine et donc être blessé. Comment est-ce qu'on fait pour le traiter, qui est responsable, etc. Et puis ils peuvent aussi recevoir des obus d'artillerie. Et donc là encore, on revient finalement à cette question de tout à l'heure, de celle du prix du sang. Est-ce que vous croyez sérieusement que la Russie hésitera à continuer de tirer sur ce qu'elle considère comme les positions ennemies, au motif qu'il y a des volontaires européens? Je crains que non. Bien. Bruno a un autre avis. Bruno est à Paris. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Bruno? Écoutez, moi je suis en total désaccord. Je pense que l'Ukraine ne doit pas adhérer à l'OTAN. C'est la ligne rouge pour la Russie. Est-ce qu'on peut imaginer le Canada ou le Mexique qui adhérerait à une alliance russe? Là, il y a déjà un projet d'installation d'une base chinoise à Cuba et les Américains sont vent debout. Donc les Américains, eux, ont le droit, mais les Russes, leurs questions de sécurité, on doit les ignorer. Je rappelle quand même qu'en 1991, on s'en souvient, l'une des conditions de la réunification allemande et de la dissolution du pacte de Varsovie, du retrait d'1 million de soldats russes d'Allemagne de l'Est, c'était pas d'extension de l'OTAN à l'Est. Depuis, un collier de bases militaires a été installé, avec maintenant l'entrée de la Finlande et de la Suède, aux frontières de la Russie. Si on ne prend pas en compte le fait que ce pays reste marqué par le traumatisme du 22 juin 1941, l'opération Barbarossa, l'invasion du territoire russe et ukrainien par l'Allemagne hitlérienne, les Russes restent marqués par cette psychose de l'invasion venant de l'Ouest. Si l'Ukraine adhère à l'OTAN, ça veut dire potentiellement des bases américaines et des missiles américains à 500 km de Moscou. 4 minutes de vol. Est-ce que vous pensez que les Russes vont l'accepter? Jamais. Bon. Eh bien, Bruno Tertrais, Bruno. Un autre Bruno. D'abord, un petit rappel historique. Contrairement à une légende, l'OTAN n'a jamais promis de ne pas s'étendre à l'Est. Elle a promis de s'étendre dans l'Allemagne de l'Est, de ne pas s'étendre à l'Allemagne de l'Est, pas de base sur le territoire. Il n'y a jamais eu de promesse autre que de dire nous ne déploierons pas de forces de l'OTAN ou de base de l'OTAN sur les territoires d'Allemagne de l'Est. Promesse respectée. Deuxièmement, on n'a pas vraiment entouré la Russie de bases. Il y a eu très très peu. Il y a très très peu de nouvelles installations et il n'y a pas d'installation de l'OTAN nouvelle dans les pays de l'Est, à part quelques petites unités. Et moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est qu'on parle toujours des préoccupations de la sécurité de la Russie, alors que les préoccupations de la sécurité de l'Ukraine, on pourrait peut-être en parler tout autant. Si la Russie était une puissance démocratique et que le Canada veut le s'allier avec la Russie, personnellement, ça ne me poserait aucun problème. Mais enfin, avant de parler des préoccupations de sécurité de la Russie, il faudrait peut-être parler de celles de l'Europe,
de la France et peut-être aussi au moins à part égale de celle de l'Ukraine. Donc moi, je ne fais pas du tout partie des gens qui disent qu'il faut absolument prendre l'Ukraine dans l'OTAN tout de suite, mais je rappelle quand même, ce sera mon dernier point, que la Russie a signé un texte qu'on a tous signé en 1990 qui dit « Chaque pays européen a le libre choix de ses alliances ». Oui, Olivier Kempf et Bruno. On a beaucoup de difficultés finalement à aborder la psyché russe. Donc ce que dit Bruno, notre auditeur, sur ils ont le sentiment d'être assiégés, etc., etc. On l'entend beaucoup. Peut-être qu'il y a effectivement à prendre en compte les besoins de sécurité, les expressions de sécurité de la part de Moscou. Le seul problème est que cela fait quand même maintenant plusieurs années que régulièrement des dirigeants ont tenté finalement cette remise à jour, cette remise à zéro, ce reset, pour utiliser une expression américaine. Obama l'avait fait, Macron l'a tenté, etc., etc. Force est de constater que ça n'a jamais marché. Et que finalement, depuis un discours fameux de Vladimir Poutine à la conférence de sécurité de Munich en 2007, nous butons sur un raidissement russe. Alors, je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, et je dis pas qu'il faudra pas à un moment rediscuter avec les Russes. La seule difficulté, et je reviens à nos diplomates de tout à l'heure, ou même à nous, experts géopolitiques, c'est que nous n'avons pas trouvé les façons d'arriver à une discussion, une négociation authentique avec les Russes. C'est un constat et constructif. Non, mais qui avance. Bon. C'est-à-dire avec deux partenaires de bonne foi qui discutent. Bruno va vous répondre parce que Bruno. Très rapidement, Bruno. Oui, écoutez, merci d'abord de la qualité de vos interventions. Je voudrais quand même rappeler qu'Hubert Védrine et Roland Dumas ont confirmé qu'effectivement des engagements oraux avaient été accordés à Mikhail Gorbatchev sur la non-extension de l'OTAN à l'Est. Oui. Et ça a été piétiné par les Américains avec les conséquences que l'on sait. Encore une fois, la psychose des Russes, c'est Barbarossa, c'est un nouveau Barbarossa. Ensuite, concernant l'Ukraine, je suis désolé, il y a eu des accords qui ont été signés, 2 accords à Minsk, et les Ukrainiens n'ont cessé de bombarder le Donbass de 2015 à 2022. Si on prend une situation comparable, celle de la Catalogne, est-ce qu'on imagine l'armée espagnole bombarder Barcelone? Ils bombardent Donetsk depuis 7 ans, avec des milliers de morts. Donc pour moi, les torts sont largement partagés. Le jeu des Américains depuis 2004, voire 2014, y compris dans la révolution Maïdan, Madame Nuland a quand même dit que c'était le plus beau coup d'État réussi par les États-Unis en comparaison à celui du Chili. Bref, je veux dire, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Quant aux missiles qu'on veut leur livrer, qu'on a commencé à leur livrer les missiles Scalp. On n'est pas à l'abri d'une provocation ukrainienne. Je suis désolé, il y a eu l'affaire du tir de missiles en Pologne. Mais vous savez, Bruno, sur les missiles, vous savez que les mêmes missiles ont été livrés à l'Ukraine par la Grande-Bretagne il y a maintenant plusieurs mois, et que, ça n'a pas entraîné de réaction inconsidérée de l'Ukraine. Bruno. Moi, écoutez, ce que je crains, pour faire bref, ce que je crains, c'est que les Ukrainiens programme une erreur de tir et que l'un de ces missiles parte sur Rostov, où se trouve le quartier général de l'armée russe, voire sur Stalingrad, qui est à 500 km. Et là, la question, mais les Ukrainiens tapent déjà sur le territoire russe et ils ont raison. Pourquoi? Parce que c'est légal de taper à proximité de la frontière sur les installations militaires qui font partie de l'offensive russe en Ukraine. Donc non seulement ça a déjà commencé, mais c'est tout à fait légal et c'est par ailleurs souhaitable. Le fait que ce soit par un missile français, biélorusse, ukrainien ou luxembourgeois n'a strictement aucune importance. J'ai l'impression que vous n'avez pas suivi tout ce qui s'est passé depuis 18 mois. Bruno, il faut regarder les victimes civiles des deux côtés. Vous comprenez ce que je veux dire? L'agresseur et l'agresseur russe. Dans le Donbass, je vous rejoins, dans le Donbass, il y a eu des bombardements des deux côtés et des crimes commis des deux côtés dans le Donbass, côté russe et côté ukrainien, évidemment. Il y a quand même une différence entre des crimes de guerre systématiques par un pays qui s'en prend délibérément aux populations civiles, ce pays n'est pas l'Ukraine, et le pays qui, comme tout État en guerre, fait parfois des victimes civiles de manière non intentionnée. Les fameux civils, les 14 000 civils du Donbass, il y en avait quand même une grande majorité qui étaient des combattants
des combattants séparatistes. Donc la légende consistant à dire c'est blanc bonnet et bonnet blanc au Donbass, personne. Je dis, franchement, là, c'est sur le Donbass, il y a matière à discussion. Alors, il y a matière à discussion, je suis d'accord. Bon, on n'est pas sur le Donbass, mais rappelons, Bruno, des règles. Enfin, pas des règles, des évidences. Premièrement, l'agresseur est russe, et deuxièmement, des victimes civiles, il y en a des deux côtés. Mon cher Bruno. J'ai envie d'ajouter que le fait que les Ukrainiens tirent des missiles Scalp sur le territoire russe, ils encourent le risque d'entrer en guerre avec la Russie. Si c'est ça le risque, je pense qu'ils peuvent le prendre. Bon. Le risque, c'est que la Russie envahisse l'Ukraine, quoi, c'est ça ? Bon. Messieurs, merci. Bruno, je vous remercie d'être intervenu dans tous les cas. Chacun a le droit de s'exprimer. Merci d'être venu nous voir tous les deux. Je crois pas contre Vincent, qui est lui aussi contre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, mais j'ai malheureusement pas le temps. Il est 11h58, c'est dommage. Il fallait appeler avant, c'est dommage. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Olivier Dallage, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Nous avons parlé de l'Inde, ce pays méconnu par les Français, ce pays un peu fantasmé, ce pays, je le disais, d'1,407 milliard d'habitants qui est en pleine expansion démographique qui va dépasser la Chine en nombre... On dit même que c'est déjà fait. On dit même que c'est déjà fait. C'est un pays majeur, je disais 5e puissance mondiale. C'est cela. Puissance nucléaire, rappelons-le. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Le 3e pays émetteur de gaz à effet de serre. On en parle beaucoup. Avec un Premier ministre, Narendra Modi, qui a l'air de s'entendre fort bien avec Emmanuel Macron. Qui est cet homme, Narendra Modi ? Narendra Modi est d'origine modeste. Il est de la région du Gujarat. C'est un État, c'est un pays fédéral, l'Inde. Et il a fait toute sa carrière à l'intérieur d'une organisation militante religieuse hindoue, qui est un peu la matrice idéologique du BJP, le parti nationaliste hindou, qui est aujourd'hui au pouvoir avec Narendra Modi à sa tête. Et il a dirigé l'État du Gujarat pendant une dizaine d'années. Et pendant cette période-là, tout début, il y a eu des tensions entre musulmans et hindous qui se sont traduits par ce qu'on a appelé des pogroms, des massacres, qui ont fait près d'1 millier de morts chez les musulmans et quelques centaines d'hindous. Et ça, c'est une tâche dans la carrière de Modi qui a été interdit de visa aux États-Unis pendant une dizaine d'années et qui était également tenu à bout de bras par les pays européens. Ça a changé quand les sondages ont montré qu'il risquait de devenir Premier ministre. Effectivement, son parti a été élu majoritairement. Aujourd'hui, on lui accorde, les Américains comme les Européens, une sorte de visa humanitaire, si j'ai bien compris. Humanitaire, je ne sais pas. On a oublié ce passé. Est-ce que la répression se poursuit ? Il y a 195 millions de musulmans en Inde, à peu près, c'est ça ? Peut-être même plus de 200 millions. Et est-ce d'ailleurs, que la répression se poursuit ? Ce qu'on sait moins, c'est que l'Inde va être le premier pays musulman du monde aux alentours de 2050 devant l'Indonésie. Ah, d'accord. Mais ce seront toujours des gens en situation de minorité. De minorité au sein de l'Inde. Voilà, 15% environ. 15%, répression, c'est pas le mot. C'est-à-dire que l'esprit dominant, c'est que les musulmans doivent rester à leur place. Oui. Et ceux qui ne se font pas remarquer peuvent passer à travers les gouttes. Et de temps en temps, il arrive un mauvais sort à ceux qui passent sur le chemin de nationalistes hindous. Alors, Narendra Modi, hindou, nationaliste, régime autoritaire ou pas ? Alors, l'Inde dit que c'est la plus grande démocratie du monde. Sur le plan numérique, c'est indiscutable. C'est une démocratie en ce sens qu'il y a des élections qui se tiennent à date fixe. Et élections libres. Et des élections libres où le parti au pouvoir peut perdre les élections. Par exemple, ça vient d'arriver dans l'état du Karnataka. Le BJP vient de perdre, il a même pris une claque magistrale aux élections et c'est le parti du Congrès qui est revenu au pouvoir. Cela étant, Modi et ses partisans contrôlent l'essentiel des médias en Inde, la police fait du zèle, la justice représente quelquefois un contre-pouvoir, mais pas toujours, loin de là. Et c'est ce qu'on appelle le majoritarisme, c'est-à-dire que grosso modo, les gens appartenant à la religion majoritaire considèrent que les autres n'ont qu'à suivre. Bon, mais comment tient alors ce pays ? Comment est maintenu ce pays ? Comment l'unité du pays est maintenue ? Compte tenu de ce fédéralisme, de cette masse de population, de ce territoire très vaste, comment ce pays... C'est un pays fédéral, c'est-à-dire qu'il y a des gouvernements d'État,
Oui. Et en gros, une moitié des États indiens sont tenus par le BJP et l'autre moitié par d'autres partis. Et une bonne partie de la vie de tous les jours est régie au niveau des États. Au niveau des États. Même s'il y a une tendance centralisatrice qui est très forte actuellement avec Narendra Modi, comme elle l'a été autrefois du temps d'Indira Gandhi qui avait décrété l'état d'urgence. Oui, je me souviens. Voilà. Oui, bien sûr, je me souviens. Bien, alors, défilé militaire auquel va assister Narendra Modi, participeront des fantassins indiens, 3 rafales de l'armée de l'air indienne. Je l'ai dit, une grande compréhension mutuelle entre l'Inde et la France. On s'attend à des achats de rafales, je crois. Alors, il y a des contrats qui sont sur la table. Il est vraisemblable, on verra bien ça, qu'ils seront annoncés pendant la visite, ce qui ne veut pas dire que tout sera signé. Il y aura encore des détails. Ça porte sur 26 rafales maritimes, donc pour équiper le porte-avions Vikrant, qui est un porte-avions construit par l'Inde elle-même. Et puis, on poursuivra le contrat de fabrication des sous-marins Scorpène, qui sont faits dans les chantiers navals de Bombay. Il y en aurait 3 en plus des 6 qui sont déjà terminés ou en voie de l'être. Et on parle également d'un transfert de technologie important avec la fabrication de moteurs d'avion Safran, mais ça reste encore à préciser. À préciser, bien. L'idée, pour Emmanuel Macron, sur le terrain géopolitique, c'est de s'ouvrir vers le Sud. C'est-à-dire, le Sud, c'est l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud. C'est de retisser ou de tisser des liens supplémentaires avec ces pays-là. Des pays dits non alignés. Alors, l'Inde est techniquement encore membre du mouvement des non-alignés, mais le mouvement des non-alignés, ça n'est plus grand-chose. Aujourd'hui, le discours qu'on entend en Inde, c'est le multi-alignement, ce qui, grosso modo, revient à dire que on se met d'accord avec un groupe de pays ou un pays est déterminé en fonction des intérêts à un moment donné. Oui. C'est de l'opportunisme pur et simple, mais c'est ce que peut se permettre une puissance qui, aujourd'hui, est respectée et qui compte sur la planète. Et l'Inde a un désir majeur qui est d'être reconnue à la hauteur de ce qu'elle estime représenter. On n'a pas l'impression que l'Inde est reconnue, estimée, comme la Chine. Déjà, elle n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité. C'est une très vieille revendication des Indiens. Les membres permanents, les 5, n'étaient pas très chauds pour ouvrir le cercle. Et puis, depuis une vingtaine d'années, les Français, les Russes, les Anglais, les Américains... sont favorables à l'entrée de l'Inde dans le Conseil de sécurité. C'est ce qu'ils disent, mais ce qui aide, c'est de savoir que la Chine va continuer de s'y opposer. Oui. Donc, autant ne pas se faire mal voir d'une puissance qui est en ascension, qui représente un marché important et qui compte. L'idée pour la France aussi, pour Emmanuel Macron, c'est de contenir l'expansionnisme chinois en retissant des liens étroits avec l'Inde. Non ? C'est surtout comme ça qu'on voit les choses à Washington, où d'ailleurs Modi vient de faire une visite extrêmement réussie à fin juin. Emmanuel Macron, sur la Chine, a eu des positions qui étaient un petit peu entre les deux et finalement pas tellement éloignées que ça de la position indienne, parce que les Indiens ont leurs problèmes avec les Chinois, qui occupent une partie de leur territoire dans l'Himalaya, mais c'est leur principal partenaire commercial, mais ils coopèrent au sein des BRICS, ces pays du Sud qui contestent l'ordre mondial dirigé par les Occidentaux, donc c'est beaucoup plus complexe que... c'est pas binaire du tout, quoi. Oui, les relations entre l'Inde et la Chine sont... elles sont un peu fraîches en ce moment à cause de ce qui se passe sur l'Himalaya, mais les relations ne sont pas rompues. Oui, et puis il s'agit aussi pour la France de contrer l'influence américaine dans la région Indo-Pacifique. Disons que la France et l'Inde ont un besoin mutuel de reconnaissance internationale. Oui. La France aime bien être considérée comme le troisième grand vers qui on se tourne quand on n'est pas totalement satisfait des deux autres. On a vu ça au Moyen-Orient, on voit ça avec l'Inde. Et c'est vrai que la France et l'Inde partagent une conception qu'ils baptisent l'autonomie stratégique, qui consiste à ne pas s'aligner entièrement sur une des grandes puissances. Voilà. Après, l'Inde, parlons de ce pays quand même pour terminer, parce que j'entends, lorsqu'on parle de l'Inde, j'entends beaucoup de personnes dire c'est un pays dangereux, je n'irai pas, j'aurais peur d'y aller. C'est un pays dangereux, hein? Non, pas plus qu'un autre, c'est des généralités, ce sont des généralités, ça. Il y a des accidents de la route en grand nombre, il y a très ponctuellement des émeutes intercommunautaires qui peuvent faire des victimes.
victimes, mais si vous parliez il n'y a pas très longtemps de ce qui s'est passé en France ces derniers jours, vu de l'étranger, c'est terrible. Voilà, donc il y a un effet grossissant, plus on est loin, plus on a l'impression que c'est terrible. Et puis, il y a eu quand même un certain nombre de problèmes liés au viol ou aux agressions sexuelles contre des femmes. Tant qu'on n'est pas imprudent, c'est pas un pays plus dangereux qu'un autre. C'est pas un pays plus dangereux qu'un autre. C'est un pays qui, paraît-il, est magnifique. Enfin, vous le connaissez. C'est plusieurs pays, en fait. C'est plusieurs pays, voilà. Oui, évidemment. Évidemment, hein, c'est plusieurs pays. Mais le contraste entre... C'est un pays à la fois très pauvre et très riche. C'est un pays riche où il y a beaucoup de pauvres. Mais aussi... C'est un pays riche où il y a beaucoup de pauvres. Mais aussi des riches qui sont très, très, très riches. Je veux dire, certains des premiers milliardaires sur la planète sont indiens. Oui. Et c'est un pays très développé dans certains domaines, et notamment tout ce qui est numérique. Numérique, médecine, industrie pharmaceutique. Sur l'agriculture, ils ont également une technologie assez poussée. Voilà. Après, le principal problème économique de l'Inde est le manque de formation d'une grande partie de la population et le fait que le contrôle de qualité est très loin d'être homogène. Mais sinon, c'est-à-dire que le premier contrat des Rafales est tombé pour ça. C'est-à-dire que ils voulaient que Dassault garantisse la qualité de la production, alors même que c'était fait sous le contrôle d'ingénieurs indiens. Donc certains sont excellents et d'autres moins bons. Il n'y a pas d'uniformisation de la qualité. Ça, c'est un vrai problème pour l'industrie indienne. Oui, un vrai problème avec l'industrie. C'est un pays en pleine expansion, quand même, économique. Actuellement, le PIB croît d'environ 6% par an. 6% par an, oui. Et la population a beaucoup... Enfin, le taux de croissance de la population est maintenant juste au niveau du renouvellement. Ah. Donc, pourquoi ça? Parce que la société évolue. Exactement. Parce que là... Ils ont fait leur transition démographique. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Indien moyen vit mieux qu'il y a 10 ou 20 ans? Il y a une vraie... Alors, c'était nettement vrai avant le Covid. Oui. La crise du Covid a replongé dans la pauvreté quand même beaucoup de gens. C'est en train de revenir. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un pays jeune. Oui. Mais c'est un pays jeune qui va vieillir. Et donc, un problème qui se situe à quelques dizaines d'années de maintenant, mais qu'il devrait commencer à prendre en compte. Comme la Chine. Mais voilà. C'est le même parcours démographique que la Chine. Oui, sauf qu'en Chine, il y a quand même une partie plus grande de la population qui est couverte par la sécurité sociale ou l'équivalent. En Inde. En Inde, la sécurité sociale est assez embryonnaire et réservée aux employés des grandes compagnies et de l'administration. Donc la sécurité sociale, c'est la famille, c'est le village, c'est les amis, c'est... Voilà. Et donc, dans 40-50 ans, quand il faudra... Il n'y a aucune protection sociale, c'est un pays pratiquement... Encore une fois, quand on est fonctionnaire, militaire, il y a on a une pension, qui n'est pas très élevée, mais on en a une. Mais le reste de la population, il y a un secteur informel très important, et pour eux, il n'y a évidemment pas de sécurité sociale. Oui, un secteur informel, c'est-à-dire la débrouille, quoi. On se débrouille. Oui, ou enfin les marchands dans la rue. Évidemment. Bien, merci beaucoup, Olivier Dallage. Merci parce que ça nous permet de découvrir un peu plus ce pays mystérieux. Où est-ce qu'on en est avec le Pakistan? Les relations ne sont pas bonnes. Les relations sont toujours aussi mauvaises. Elles sont fraîches. Alors, il y a des hauts, il y a des bas. Plutôt un petit peu plus haut que le bas, mais c'est quand même pas très chaleureux. C'est pas très chaleureux. Deux puissances nucléaires, je voudrais le rappeler. L'Inde... Qui se sont fait une petite guerre alors qu'ils étaient tous les deux nucléaires en 99, mais ils n'ont pas utilisé la bombe. Ils n'ont pas utilisé. Oui, non, mais c'est intéressant avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Puis non, mais c'est très intéressant. C'est vrai qu'ils se sont fait la guerre, petite guerre, mais aucun n'a utilisé l'arme nucléaire. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous voir. Passionnant. 12h26. Vous êtes sur Sud Radio. C'est Philippe David que vous retrouvez.